européenne est un projet qui a changé de nature au fil du temps. Nous avons droit régulièrement à un nouveau tour de piste de, bon, je m'excuse de les nommer, mais Elisabeth Guigou, etc., qui viennent, lorsque le feu est à la maison, nous promettre que l'Europe sociale arrive. Vous comprenez, et ça fait 20 ans, quoi. Et tel les Alpardi de l'opéra qui crie chantons, qui crie marchons, marchons, en criant sur place, l'Europe sociale, et nous continuons d'attendre, et il y a de fortes raisons de croire que jamais elle ne viendra, en tout cas, du tréfonds de cette Europe-là. Bon. Par ailleurs, en effet, il y a la fraction chimique qui est en train de monter en puissance, et celle-ci obtient des résultats qui sont tout à fait impressionnants. C'est pas la peine que j'en fasse des tonnes sur ce paradoxe presque incompréhensible d'une crise gigantesque, historique du néolibéralisme qui aura entraîné pour toute réaction un approfondissement du néolibéralisme. Quand même, vous voyez, c'est une espèce de mise en échec des chaînes les plus élémentaires de l'apprentissage qui laisse perplexe et qui invite, comme le suggère Thomas d'ailleurs, à se tourner vers d'autres interprétations. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait l'erreur, il n'y aurait pas un projet affirmé et ce projet est poursuivi avec une relative rationalité et une grande efficacité. Et plus ça va, je dois dire, plus c'est pour cette interprétation que je penche. Il y a une malfaçon dans l'euro. Dans l'euro, il y a une malfaçon. La question, c'est est-ce que c'est qui voulait cette malfaçon et qui l'a introduite sciemment et qui ne la voulait pas. Il est à peu près établi qu'il y avait un antagonisme entre ceux qui voulaient véritablement quelque chose qui allait servir comme instrument vers une Europe qui serait une Europe fédérale, mais qui pouvait être solidaire aussi, et ceux qui ont donné l'euro simplement en concession pour faire la réunification. Et donc, du moment qu'il n'y avait pas une volonté claire, c'est le résultat d'une négociation où il y avait une malfaçon. Comment cette malfaçon a été utilisée par la suite en vue du projet que l'on va se développer aujourd'hui, c'est l'autre question. Et aujourd'hui, je suis absolument persuadé, ayant vu la manière dont les malfaçons ont été utilisées sur la Grèce, qu'il s'agit d'un projet bien clair, dans lequel ce que l'on voit, c'est surtout l'abus de position dominante. Il faut se souvenir qu'au moment de la création de l'euro, de très nombreux économistes avaient dit ça ne va pas marcher. Et pas seulement d'ailleurs du côté de la gauche marxiste ou critique, mais surtout de nombreux économistes libéraux avaient dit c'est pas une zone monétaire optimale. Bon, en gros, l'évidence pour beaucoup d'économistes, c'était de dire dans un continent avec de fortes différences, une forte hétérogénéité entre les pays, des niveaux de productivité, des niveaux de salaire très différents, avec une très faible mobilité de la main-d'œuvre entre les pays. Si on supprime la possibilité d'évaluer périodiquement les monnaies, en plus, en sachant qu'il y a des taux d'inflation, des histoires, des rapports à la monnaie, des histoires inflationnistes très différentes, et des conflictualités sociales très différentes, il était assez clair que le projet était gravement handicapé dès le départ, hein, il risquait de déclencher une dynamique de divergence, d'autant plus que les critères de convergence qui avaient été définis étaient purement financiers. Hein, ils n'étaient pas en termes de salaire, en termes de productivité, mais uniquement en termes de déficit et de dette. Donc, mais de nombreux économistes avaient dit ça ne va pas marcher. Mais du côté des milieux financiers, du côté de l'oligarchie financière, je crois que là, le calcul n'était pas du tout là. Le calcul était effectivement, à partir du moment où il y a cette hétérogénéité des niveaux de salaire et de compétitivité, à partir du moment où il y a cette faible mobilité de la main-d'œuvre, on va se servir des salaires comme variable d'ajustement. Et l'euro va être une machine à niveler par le bas les salaires dans la zone euro. Je crois qu'il y avait ce projet conscient d'une fraction significative des élites économiques et financières, hein, en mettant en place une mécanique qui inéluctablement allait amener non seulement à la mise en concurrence sociale et fiscale des systèmes sociaux, mais bon, à leur nivellement progressif vers le bas. Et aujourd'hui, l'obstination, peut-être même la radicalisation des élites européennes dans
dans ce projet montrent bien qu'ils n'ont pas du tout le sentiment d'avoir fait une erreur. Et du point de vue des élites des bourgeoisies européennes, l'enjeu c'est bien de replacer l'Union européenne dans la concurrence mondialisée en réduisant de façon drastique les coûts sociaux et salariaux de façon à se mettre au niveau de la compétition mondiale. Alors les Allemands ont un avantage compétitif tellement fort dans leur système productif de qualité et d'innovation qu'ils n'ont pas besoin de laminer les salaires aussi fortement, en tout cas les salaires industriels, aussi fortement que c'est nécessaire en Europe du Sud pour retrouver une compétitivité. Donc il y a des différences évidemment selon les pays, tout le monde n'a pas le même modèle en Europe, mais je crois que fondamentalement on est sur une trajectoire de ce type-là où on ne peut pas parler d'erreur. À quelle échelle territoriale, à quelle échelle géographique, le principe de souveraineté doit-il trouver sa réalisation? La souveraineté, rigoureusement conçue, ne se définit que par le geste formel du décider en commun. C'est cela et rien d'autre que la souveraineté démocratique. Alors maintenant, il y a un vrai débat pour savoir si le principe de souveraineté va trouver sa meilleure, ou disons sa plus facile, c'est un autre critère, restauration, sur l'espace national ou sur l'espace transnational européen. Bon, alors là, moi, à ce sujet, effectivement, j'ai rendu ma copie et je plaide que si le redéploiement du principe de souveraineté sur l'espace européen est tout à fait aimable en soi et considéré dans son abstraction, c'est un projet qui, regardé réellement, présente des obstacles qui sont tout à fait redoutables. Je pense que, vu malgré tout l'énormité de la tâche que nous avons devant nous, c'est-à-dire renverser, sinon l'ordre capitaliste, du moins l'ordre néolibéral, enfin sa forme néolibérale, je pense qu'il faut une force d'impulsion politique qu'on ne peut rassembler qu'au niveau national parce que c'est dans le périmètre de la vie nationale que les interactions politiques sont les plus denses, que l'activité politique est la plus intense et que c'est dans ce périmètre-là que peut se former préférentiellement la quantité de mouvement, l'énergie cinétique politique capable de porter un coup. Évidemment, et alors contre des phrases moi, qui me font dresser les cheveux sur la tête, hein, je pourrais vous en citer quelques-unes, ceci n'a rigoureusement rien de contradictoire avec le maintien et le développement de tous les liens politiques transnationaux. Je crois simplement que pour l'heure, l'espace politique transnational n'est pas suffisamment dense pour que ces choses se produisent, pour que cette réunion de forces s'opère. Sortir du néolibéralisme aujourd'hui, ça n'est pas possible sans sortir du capitalisme. Je crois qu'on a vraiment un problème de diagnostic. Enfin, il faut qu'on appuie ensemble le diagnostic là-dessus, parce que l'idée que tu pourrais sortir du néolibéralisme sans sortir du capitalisme, ça suppose que tu vas trouver des fractions significatives de la classe dominante, de l'oligarchie, avec lesquelles tu vas construire ce projet. On va dire, je ne sais pas, de nouvelles trente glorieuses. Alors Jacques Sapir, il croit à ça. Il croit qu'en faisant la dévaluation, il a sorti des calculs récemment, on épingle un peu dans le livre parce que c'est quand même un peu fort de café, qu'avec la dévaluation, on va avoir 20% de croissance sur 5 ans. En France, on va rattraper, on va résoudre le problème du chômage en quelques années. Bon, ça, je m'excuse, c'est pas sérieux, c'est pas crédible, c'est malhonnête de dire ça. Je ne vais pas m'apesantir sur la question de la dévaluation, on ne va pas faire un débat de macroéconomiste, mais je suis quand même très frappé de voir à quel point parmi nous, les économistes hétérodoxes, certains vont opérer quand même un véritable tête à queue sur cette question-là. Je veux dire, nous étions ensemble dans les années 90 pour lutter contre ce qu'on appelait à l'époque la pensée unique, qui était la désinflation compétitive, la politique du franc fort de Bérégovoy, qui était une politique d'ancrage nominal, et nous luttions contre ça avec des arguments macroéconomistes qui avaient trait à la théorie de la dévaluation, à laquelle nous ne confions pas aveuglément les pouvoirs de faire monts et merveilles, mais à laquelle on reconnaissait quand même quelque efficacité. Et je crois qu'il y a des pays qui s'y sont livrés et qui montrent que sous certaines conditions, évidemment, la dévaluation conserve de réels intérêts macroéconomiques. Et puis alors, tu me disais juste après, on ne peut pas sortir du néolibéralisme sans sortir du capitalisme. Ah, bigre. Mais alors là, je veux dire, tu m'as scié les pattes. Parce que je voudrais beaucoup te suivre, mais en gros, ton argument consiste à dire nous n'arrivons pas à sauter 5 mètres, proposons-nous d'en sauter 50. Et alors, tu vois, là, si l'alliance de classe est difficile à rassembler pour faire bouger l'ordre néolibéral, que faut-il dire de l'alliance de classe propre à renverser l'ordre du capitalisme lui-même?
Je me demande même si on est encore dans la problématique de l'alliance de classe. Enfin, là, on est totalement dépassé. Ce à quoi il faut penser, si vraiment notre propos c'est de renverser le capitalisme, c'est les moyens et les voies de fomenter l'insurrection. Parce que c'est pas, ça sera pas un processus qui aura la validité d'un pique-nique campagnard. Vous voyez ce truc-là. Bon. Et quand même, là, il ne faut pas se payer de mots. Je veux dire, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, la sortie du capitalisme est un point indispensable à l'agenda intellectuel de la gauche progressiste. Indispensable. Mais il ne faut pas se la raconter. C'est un chantier politique autant qu'intellectuel immense et dont nous n'avons pas le premier alinéa. En revanche, oui, je crois que pour si difficile que la chose soit déjà, sortir du néolibéralisme est une perspective, disons, moins inhumaine, enfin c'est moins herculéen. Et alors, pour dire des choses un tout petit peu plus précises sur l'alliance de classe, je serais assez tenté de suivre une voie à la du Ménil-Lévy, enfin si je ne trahis pas leur pensée d'ailleurs, qui consisterait à dire qu'il y a des alliances possibles sur la question du néolibéralisme, à proprement parler, avec des PME par exemple, ou avec une fraction éclairée du capital industriel. Ces gens-là sont bien placés pour savoir les dommages profonds que leur fait subir le néolibéralisme. Il se trouve que dans leur esprit, néolibéralisme est associé à un ordre social dont ils estiment, parfois par une illusion caractérisée, qu'ils y occupent les positions dominantes. Je dis ça pour les patrons de PME, qui souffrent mort et passion, sous la férule du néolibéralisme. Eux savent très très bien ce que les rapports de concurrence totalement déréglementés leur fait subir. Et même les chefs d'entreprise de taille un peu plus importante savent ce que c'est que la férule actionnariale. Et seraient peut-être assez prêts à marcher dans une combine qui leur dirait « va vous débarrasser de ça ». Tu me refais l'article sur l'extrême difficulté de renégocier une alliance de classe dans le périmètre national. Mais c'est pas la peine. Cette difficulté, je la connais tout comme toi. Mon point était que cette difficulté-là ne varie pas significativement d'un pays à l'autre ou par passage du national à l'international. Et que par conséquent, c'est sous un autre critère qu'il faut discriminer entre les stratégies qui nous sont proposées. Et je redis mon critère est quel est l'espace dans lequel il est le plus probable de réunir la force d'impact suffisante pour produire une transformation politique considérable. Et je dis que c'est l'espace dans lequel la vie politique est le plus intense. Et cet espace-là, jusqu'à présent informé, c'est l'espace national. Ce qui n'empêche pas, je le redis également, que les espaces nationaux communiquent et ne cessent de s'offrir à l'émulation les uns des autres. Je pense que dans un pays comme la Grèce, effectivement, il est possible d'envisager des scénarios de rupture. Par contre, ce que je dis, c'est que, vu la taille du pays, le pays ne peut pas l'envisager tout seul. C'est impossible, contrairement à la France. Alors, je comprends quand on raisonne en France et on dit ah oui, bon, on ne peut changer les choses qu'au niveau national, mais la Grèce toute seule, même si elle arrivait par miracle à tenir quelques mois sur des lignes indépendantes, il n'y a aucune perspective qu'elle y arrive tout seul. Elle n'a pas le poids pour le faire, et ce n'est pas, ça ne mènera à rien. Elle est obligée de penser immédiatement quand il y aura alliance et où il y aura alliance. Dans le contexte actuel et par rapport à la crise dont on parle, moi je pense que la Grèce peut initier les choses, mais c'est certainement uniquement avec des alliances qu'elle pourra le faire. Et je pense, effectivement, comme je l'ai déjà dit, que l'alliance la plus naturelle sur laquelle elle pourra se retrouver à terme serait plutôt une alliance des pays du Sud qui devront mener un combat ensemble et non pas en ordre dispersé comme eux-mêmes par rapport à une politique hégémonique qui est quand même aussi une politique du Nord. Moi, il me semble qu'on est aujourd'hui dans une situation où on est obligé de penser l'articulation des niveaux, et pas seulement en partant du niveau national, mais en partant du niveau local. Parce que tu disais que le niveau national est celui où tu trouves les capacités de concentration d'énergie politique et de mobilisation politique et sociale de la population. Le niveau local l'est peut-être encore plus. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, en tout cas si on regarde un peu attentivement les mouvements sociaux, la réalité des innovations qui sont portées aujourd'hui par les mouvements sociaux en Europe et dans le monde, leur vitalité se manifeste
D'abord, principalement au niveau local, et c'est encore peu visible au niveau national, et au niveau, évidemment, ça pèse encore moins au niveau international, mais on a déjà, alors c'est des mouvements qui sont multiformes, qui prennent des tas d'initiatives qui semblent un petit peu aller dans tous les sens, désordonnées, qui n'ont pas un projet cohérent, qui n'ont pas une idéologie cohérente. Alors on essaie parfois de les rassembler sous le titre, sous l'intitulé de mouvements pour la transition, ou économie sociale et solidaire, ou voilà, pas l'économie, alors l'économie de la solidarité, les anglo-saxons parlent d'économie de la solidarité. Bon. Il y a une multiplicité, et ça c'est un phénomène mondial, une multiplicité de phénomènes d'auto-organisation sociale, économique et politique au niveau local qu'on aurait tort de sous-estimer dans une optique de basculement civilisationnel. Parce que, et là je voudrais te relancer un peu Frédéric sur cette question-là, le capitalisme est sur une trajectoire autodestructrice. On est sur une trajectoire de croissance exponentielle des inégalités et il n'y a aucune force de rappel. Il n'y a pas de capacité d'autorégulation du système qui lui permettrait de remettre le contrôle, de reprendre le contrôle lui-même, de reprendre le contrôle des forces qu'il a déchirées. Et on le voit bien aujourd'hui, l'exemple de la crise de 2008 a montré. On a pensé pendant quelques mois qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un truc quand même qui risquait de mettre en péril leur propre domination, l'explosivité du système financier international. Et aussitôt que le danger a été passé, ils se sont remis à faire les pires conneries. Et là, aujourd'hui, on a les échos, vous voyez, si vous regardez la vague des méga-fusions a repris en Europe, et la courbe, on est en train d'atteindre, au niveau des fusions-acquisitions, les records qui avaient été atteints à la veille de la crise financière de 2007. Pareil pour les niveaux de valorisation foncière qui sont en train de dépasser les records de 2007-2008. La finance est en train de reprendre son cours spontané, on pourrait dire, qui est celui d'une bulle explosive, mais la prochaine explosion aura des conséquences encore plus catastrophiques que la précédente et encore plus durables. Donc ce système n'est pas capable d'autorégulation. Et malheureusement, ce ne sont pas les forces sociales antisystémiques qui existent à l'heure actuelle qui vont lui imposer. Alors là, j'ai l'impression peut-être un peu de me tirer une balle dans le pied en disant ça, mais il y a aussi une question de lucidité. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit le mouvement syndical, que ce soit le mouvement écologiste, que ce soit le mouvement altermondialiste, ne pèse pas, et il n'y a pas de perspective crédible dans un horizon court moyen terme qui pèse suffisamment pour imposer au capital des compromis sociaux qui limiteraient la puissance du capital financier, qui l'amèneraient à s'autoréguler. L'exemple de la taxe Tobin, je ne veux pas avoir l'air de se tirer une balle dans le pied du combat qu'on défend depuis des années, mais on a réussi à imposer ça dans l'agenda politique des élites européennes. Et puis la réalité, c'est qu'ils ne vont pas le faire, bien que même la Commission avait produit un projet de directive auquel on avait dit bravo, avec quelques réserves, mais quand même bravo, c'est pas mal. Bon, mais ils ne le feront pas, hein, et ils vont l'annoncer demain, ils ne le feront pas. Donc c'est pas nous qui... Il me semble que c'est pas nous qui avons décidé que le capitalisme ne pouvait plus se réformer, c'est eux. Et donc c'est là que je pense que vraiment la question de l'internationalisme est absolument fondamentale. C'est que tout ce qui donne l'idée qu'on va s'en sortir entre nous en se repliant sur nos bases, hein, parce que la démocratie, bon, finalement, il n'y a qu'au niveau national qu'elle est vraiment vivante, et que ce serait trop dangereux de parier sur le développement du mouvement d'une souveraineté, par exemple, démocratique européenne, d'une souveraineté démocratique mondiale. Prenons la démocratie telle qu'elle fonctionne au niveau où elle fonctionne aujourd'hui, qui est le niveau national, et puis essayons de s'en sortir comme ça. Le problème, c'est qu'en disant ça, aujourd'hui c'est l'euro dont il faut sortir, parce que c'est ça qui nous bloque dans une tentative de restauration de la souveraineté démocratique au niveau national, on désigne les mauvais adversaires. Hein, on désigne l'euro, on désigne éventuellement l'Allemagne, on désigne l'étranger, on désigne le chinois, parce que quand on parle de protectionnisme européen, de protectionnisme national, c'est parce qu'on a en vue l'idée que c'est quand même la concurrence des pays à bas salaire qui est la principale source de nos problèmes. Et donc, à mon avis, on se prépare
des lendemains difficiles, quand il faudra construire une réponse internationaliste, une réponse des mouvements sociaux coordonnés au niveau international face à l'effondrement programmé de ce système qui est aujourd'hui incapable d'autorégulation. Nous avons besoin aujourd'hui de construire une souveraineté démocratique au niveau local. Et je suis d'accord avec toi, une souveraineté démocratique, ça ne fait pas peur, hein, mais au niveau local, au niveau national, mais aussi, et c'est peut-être le plus difficile, mais c'est aussi le plus urgent, au niveau européen et au niveau mondial. Nous ne traiterons pas les questions de réchauffement climatique, les questions de transition écologique, les questions de redistribution des richesses, nous ne les traiterons pas pays par pays. Nous serons capables de les traiter si nous les posons au niveau international, et nous ne pourrons le faire que si nous sommes capables de construire des mouvements sociaux qui ont des ramifications internationales. Et c'est à ça. Alors, on peut dire c'est une perspective lointaine, pour l'instant ils sont faibles, c'est utopique, bon, mais on n'a pas le choix. L'articulation entre le local et l'international est un des aspects extrêmement importants que l'on voit. C'est-à-dire, ce que l'on voit, c'est un... Moi, je le vois néanmoins comme une sorte de refuge. Il y a un retrait dans le local de beaucoup de gens qui voient qu'il n'est plus possible au niveau national de faire quoi que ce soit contre le système, mais par contre, on peut s'abstraire du système, que ce soit politique ou économique, à travers le local. Et il y a des expérimentations extrêmement intéressantes qui sont en train de se passer dans tous les pays européens. Et plus les pays sont en crise, plus c'est intéressant. Et ce qui est intéressant par rapport à ces initiatives, c'est que ces initiatives sont et recherchent à être en réseau. C'est-à-dire qu'elles établissent des liens locaux et qu'il se crée une autre réalité, une zone d'expérimentation qui est à la fois politique et économique, qui est extrêmement intéressante, féconde en idées nouvelles et de laquelle certainement il faudra s'inspirer, sur laquelle il faudra s'appuyer. Les expérimentations locales ne portent pas en elles-mêmes l'intégralité de leurs conditions de félicité. Et en particulier, elles sont strictement incapables de pouvoir elles-mêmes à leurs propres conditions de possibilité, que je dirais biotopiques. Il faut un biotope adéquat pour que ça puisse prospérer des scopes, des entreprises, des expérimentations autogestionnaires, etc. Alors vous pouvez lâcher ça dans l'univers de la mondialisation néolibérale, je peux vous dire que ça va faire du dégât. Il y a quelques petits isolats qui survivront, mais pour que ce modèle-là fasse tache d'huile, il faut des conditions qui sont autrement exigeantes, qui ne peuvent pas venir du bas uniquement. Dans le cadre de l'État national, communauté politique constituée, il a fallu des siècles pour que se constituent des forces de résistance capables d'obtenir, d'arracher des choses au capital. Et on voudrait reconstituer la même opération dans l'espace international où il n'y a même pas encore de communauté politique, où la communauté politique est encore à construire. Car cette affaire est une affaire de force, c'est une affaire de rapport de force collective constituée. Et c'est ça que nous offre en effet l'État-nation pour le meilleur et pour le pire, je vous l'accorde. Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer de dissocier analytiquement un État bourgeois d'un État qui ne le serait plus. Ce que tu dis sur le fait que le néolibéralisme, finalement, c'est l'État, c'est le capital qui s'évade de l'État national, c'est totalement faux. C'est-à-dire que l'État néolibéral, et ça Dardo et Laval l'ont bien montré, mais Foucault l'avait déjà montré, l'État néolibéral, c'est lui qui institue le capital financier, qui institue la domination du capital financier, et qui aujourd'hui est pratiquement le lieu de la réalisation du pouvoir, de la souveraineté du capital financier. Aujourd'hui, l'État néolibéral, ça n'est plus l'État démocratique, l'État soumis au suffrage du verdict populaire. On le voit suffisamment avec les alternances politiques qui se succèdent, qui ne changent rigoureusement rien en politique monnaie. L'État néolibéral est devenu la réalisation de la souveraineté financière, la souveraineté des marchés financiers. Donc, je pense qu'il y a vraiment une critique, il y a une essentialisation de l'État comme de l'État-nation, comme instrument de réalisation de la démocratie, et un télescopage, disons, entre État et souveraineté démocratique qui, à mon avis, ne nous permet pas aujourd'hui de... et je crois que c'est vraiment là le cœur de notre divergence. On ne peut pas aujourd'hui faire comme si on en était encore à des formes de représentation démocratique bourgeoise traditionnelle du début du XXe siècle, ou même des 50, on est passé à un autre stade de la formation de l'État,
où l'État n'est plus, comme tu l'as dit, du tout la réalisation du principe de souveraineté démocratique.